Il m'a été demandé de parler de 1816. Mon point de vue sera donc assez personnel. Il y a des orientations, je vous dirai comment moi-même je comprends les choses après avoir lu ce qui a été écrit et ce qui est conservé. Donc personnel, ce qui veut dire discutable. Cela dit, il y a des congrégations qui se sont cherchées, des instituts religieux qui se sont cherchés pendant très très longtemps. Il aurait fallu réinterroger le père Ragoneau ce matin. Je crois que les jésuites ont mis 30 ans au moins pour exister comme jésuites. Les rédemptoristes, ça a été à peu près la même durée aussi. Ce qui me frappe, c'est qu'il a fallu 3 ans pour que les missionnaires de Provence existent et que l'essentiel soit établi. Ça vient sans doute des choix faits par Eugène de Mazenod. D'abord, choix de l'enracinement en Provence. On est quelque part au départ. Et puis de sa personnalité, sans doute, parce qu'il a eu, et tout au long de sa vie, et dès le moment de la fondation, je dirais, beaucoup d'autorité. Et il savait en faire usage, pour le meilleur, et aussi parfois pour des choses moins bonnes. Pour le meilleur, parce qu'il faisait avancer les choses. Pour des choses moins bonnes, c'est-à-dire que finalement, il y a eu beaucoup de départs, plus de 50% dès les premiers engagements, dans les premières années. Et c'est sans doute pour une bonne part, pour des raisons d'autorité, de gouvernement. L'entente était difficile avec lui, et c'est le rôle joué par Tempier de modérateur, je dirais, qui a aidé les choses. Il a une parole dans un examen de conscience au cours d'une retraite. Le « je », ce mot que je prononce trop facilement quand il faudrait dire « nous », c'est à mon avis très révélateur de ce qu'il a été toute sa vie. Nathalie a mis à votre disposition les textes que je considère comme fondamentaux. Il y a surtout la lettre à Tempier, où Eugène est personnel. Il y a aussi, bien sûr, la supplique aux vicaires généraux capitulaires d'Aix, mais qui est un texte officiel et collectif, ne l'oublions pas. Et puis, j'ai rassemblé les dates essentielles, rappels chronologiques, vous les avez dans votre dossier. Je ne reviens pas sur la très large préhistoire. Il y aurait énormément encore, à mon avis, à travailler sur ce qui s'est passé avant l'entrée d'Eugène de Mazenod au séminaire de Saint-Sulpice en 1808. Significative, la lettre qu'il écrit en avril 1809 à sa maman pour dire c'est la situation en Provence dans laquelle j'ai lu l'appel. On ne peut pas laisser les choses aller de cette façon-là. Dès le début du séminaire, il est ordonné en 1811 et en 1812, il choisit de revenir à Aix. La raison principale qu'il donne, c'est qu'il y a les besoins particuliers de la Provence auxquels seuls les Provençaux peuvent répondre. Alors que, notamment, Forbin-Janson, avec qui il est lié, n'a jamais eu d'enracinement quelque part. Il se fait nommer vicaire général à Chambéry, où pratiquement il n'a jamais résidé, mais ça lui permettait d'avoir un bon traitement.
Et Eugène de Mazenod choisit quand même autre chose. Il revient à Aix, et à Aix, d'abord, il ne s'insère pas dans le clergé des paroisses, il garde son indépendance, son autonomie, ce qui veut dire beaucoup. Et puis, il s'installe chez sa maman en menant une vie qu'il est difficile de qualifier. C'est quand même une vie régulière, pour ne pas dire une vie religieuse, avec le frère mort. Il ne faut jamais oublier la place tenue dès le départ par le frère mort. C'est 1812. 1813, 3 rappels. Il y a d'abord les prédications à la Madeleine, prédications de Carême en provençal pour ceux que j'appellerais les petites gens. Il y aurait beaucoup à dire aussi à ce sujet. Il y a l'association de la jeunesse qui le lie à Aix et qui a une importance considérable dans l'histoire d'Eugène et dans l'histoire d'un certain nombre de jeunes de l'époque qui deviendront ensuite des adultes. Et puis, il ne faut pas oublier son travail d'aumônier à la prison. 1813. 1814, le typhus auprès des prisonniers. C'est l'année du retour des Bourbons qui redonne une grande liberté à l'Église, alors qu'auparavant Napoléon interdisait par exemple les missions paroissiales. Forbin-Janson, qui avait convenu avec Eugène qu'ils iraient ensemble à Rome, part à Rome sans avertir Eugène qui était malade à ce moment-là, et c'est le pape qui dit à Forbin-Janson, il ne faut pas penser à la Chine, il faut penser d'abord à la France et aux missions paroissiales. Forbin-Janson s'engage à l'automne 1814 avec un monsieur Rosan, qui a été d'abord aussi supérieur des missionnaires des Chartreux à Lyon, qui avait été demandé par le cardinal Fesch, et ils fondent les missionnaires de France, et ils sont toujours en train de dire à Eugène, quand est-ce que tu viendras nous rejoindre? 1815 arrive le débarquement de Napoléon, les 100 jours qui remettent tout en question, mais Waterloo rétablit ce qu'eux appelleraient l'ordre légitime. Si bien qu'il faut attendre l'automne 1815 pour que les vraies décisions soient prises. Ici est remarquable, à mon avis, la lettre écrite à Forbin-Janson, où il explique très très rapidement ses décisions. Vous avez le texte. Maintenant, je me demande à moi-même comment, moi, qui jusqu'à ce moment n'avais pu me déterminer à prendre un parti sur cet objet, tout à coup, je me trouve avoir mis en route cette machine, m'être engagé à sacrifier mon repos et hasarder ma fortune pour faire un établissement dont je sentais tout le prix, mais pour lequel je n'avais qu'un attrait combattu par d'autres vues diamétralement opposées. Et il se demandait, est-ce que ma vocation n'est pas une vocation monastique? C'est un problème pour moi, et c'est la seconde fois en ma vie que je me vois prendre une résolution des plus sérieuses comme par une forte secousse étrangère. Quand j'y réfléchis, je me persuade que Dieu se plaît ainsi à mettre fin à mes irrésolutions. Tant il y a que j'y suis jusqu'au cou, et je t'assure que dans ces occasions, je suis tout autre. Tu ne m'appellerais plus cul-de-plomb si tu voyais comme je me démène. 1815, les décisions, il les prend
on n'en connaît pas, disons, le calendrier précis, mais ces décisions successives, c'est d'abord qu'il choisit, comme je l'ai fait remarquer, le service apostolique, alors qu'auparavant, puis ça reviendra de temps en temps, il se demande si sa vocation n'est pas d'aller aussi au monastère. Et il prend l'initiative de fonder en Provence, alors que Fort Bagençon l'attire toujours pour lui dire « Viens nous rejoindre ». Et donc, à mon avis, il se libère à ce moment-là de l'emprise morale extrêmement forte de Fort Bagençon pour prendre son autonomie. Décision capitale. Prendre son autonomie, c'est-à-dire accepter d'être chef et de se lier avec d'autres, alors que s'il avait rejoint Fort Bagençon, ça aurait été Fort Bagençon qui commandait, ce qui simplifiait et compliquait les choses. Et il y a, il ne faut pas oublier les jeunes qui l'attachent à Aix, auxquels il est déjà très, très, très fortement lié, et il attend toujours à ce moment-là, pour un moment ou l'autre, le retour du papa et des oncles qu'il s'agit d'accueillir en Provence. Il faudra encore attendre. Toujours est-il que les décisions étant prises pour lui, avec l'appui à Aix de Guigou, vicaire général capitulaire, et l'appui aussi de son directeur spirituel Saint-Sulpice, M. Duclos, qui ne l'encourage guère à se lier à Fort Bagençon. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous verrez plus tard. Toujours est-il que les décisions s'accumulent et la décision sur laquelle on connaît un peu les choses, et il achète. Il rêvait d'acheter l'ancien couvent des Minimes d'Aix, Notre-Dame de la Cé, mais comme il le dit, les sœurs du Saint-Sacrement me le soufflèrent poliment. Et il se rabat sur une partie de l'ancien Carmel. Il est difficile de savoir. Nous avons à Marseille, dans un registre, le texte, une copie. L'original doit être à Rome, je pense, peu importe. Mais une copie de l'acte d'achat qu'il est, pour moi, très difficile d'interpréter parce qu'il n'y a pas de plan. Alors c'est la partie du Carmel qui appartenait à monsieur un tel l'avait acheté à tel moment, à monsieur un tel, ça dépendait de la succession de tel autre, etc. Et puis beaucoup de clauses de l'acte notarié indiquent comment doit être fait le règlement, tant de francs à telle date, tant de francs à telle date, etc. Bien. Toujours est-il que, à partir du début d'octobre, le 2 octobre 1815, on est en 1815, il se considère comme propriétaire d'un morceau du Carmel, et ça me fait réfléchir. Il y a des textes de lui où il considère cet achat du domicile, du local, comme date de la fondation, 2 octobre 1815. Des textes de lui et des textes officiels, notamment les textes des premiers engagements. C'est comme ça. L'acte officiel d'achat n'est signé par monsieur Eugène de Masneau, résident rue Papa-Saudi, prêtre, etc., est signé seulement le 30 décembre. Donc il y a une période de négociation avant l'acte définitif, et tout le monde sait
que les notaires sont des gens particulièrement pressés. Ils répondent dans les 24 heures ou les 48 heures. Je pense que c'est de l'histoire bien connue. Voilà pour l'achat des locaux.